Ils étaient installés dans des endroits stratégiques des quartiers et permettaient un accès facile à la connexion. Les cyberespaces se comptent désormais sur le bout des doigts, et ce, grâce ou à cause de l'évolution du numérique. Awa Kamara a fait une immersion au sein de quelques cyberespaces. Elle est connue pour être un bijou et ornement, toutefois son port à certains doigts révèle certaines significations. La symbolique de la bague selon le doigt qui le porte, Aminata Amadoula va nous édifier sur la question. Voilà donc pour les titres. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition de cette soirée. Avec la prolifération du numérique, les smartphones, les ordinateurs portables et la connexion Internet sont accessibles par tous. Une prolifération qui a engendré une grosse diminution de fréquentation des cybercafés. Ces espaces, jadis prisés pour leur facilité à surfer sur Internet dans l'optique de communiquer, échanger et faire des recherches, se font de plus en plus rares dans la ville de Bamako sous le regard impuissant des promoteurs. Awa Kamara nous en parle dans ce reportage. Pour mieux réaliser l'étendue de l'évolution technologique au Mali, petite immersion dans l'univers des Kabako Academies, une structure très en avance en matière de numérique au Mali. Ici, l'exécution d'une opération numérique, c'est un inclinement des yeux. Nous tombons par exemple sur cette réunion en visioconférence. C'est ça, à la limite, Ousmane, mais en tout cas c'est ça, de continuer donc à travailler, ça ne nous empêche pas d'avancer avec nos missions. Dans une autre pièce, juste à côté, une jeune dame qui s'instruit toute seule sur une application. Nul besoin pour elle de se déplacer. Avec cette application, il me suffit juste de spécifier mes centres d'intérêt et l'intelligence artificielle se charge de m'envoyer des documents et vidéos pour ma formation. Des innovations technologiques comme celle-ci, il en existe plusieurs ici dans cette structure et dans plusieurs autres à Bamako, rendant ainsi les tâches numériques plus fluides à la population bamakoise. Nous, au jour le jour, on utilise la technologie et le numérique pour nous faciliter la vie. Par exemple, que ce soit à travers du travail collaboratif, donc on n'utilise plus un papier qu'on va utiliser pour aller imprimer et aller donner à un autre collègue ou une clé USB qu'on va prendre, ou des choses comme ça. On travaille sur des documents collaboratifs. On a accès à un Wi-Fi dans tout le bâtiment et tous les collègues travaillent, ou des membres de la communauté directement peuvent apprendre directement via leur téléphone et même travailler depuis leur téléphone en fait. On peut utiliser le digital aujourd'hui pour améliorer sa productivité, qu'on fasse de l'élevage, que l'on fasse de l'agriculture, que l'on fasse directement de la microélectronique, ou quoi qu'il arrive en fait, tout ça peut permettre clairement en fait d'utiliser des technologies et d'utiliser le digital pour faire en sorte d'améliorer nos vies. De cet exploit fulgurant du numérique au Mali, surgit une pierre d'achoppement pour les promoteurs des cybercafés. En effet, ces derniers ne sont plus loin de mettre la clé sous le paillasson. La promotion des cybercafés est devenue très compliquée. Avant, les clients affluaient dans le local pour la connexion Internet, les appels vidéo, les saisies de textes et autres. Mais aujourd'hui, on n'a plus que les impressions, les photocopies, les saisies de textes et quelques rares formations comme marché. Le chiffre d'affaires a beaucoup baissé. Ces particuliers arrivent néanmoins à émerger grâce à quelques rares clients pour qui ils ont une grande importance dans l'exécution de certaines tâches numériques. Je suis venue faire la copie d'un document dont j'ai urgemment besoin. Comme c'est la période des vacances, je suis venu suivre une formation à Word, Excel et PowerPoint afin de pouvoir mieux manipuler un ordinateur. Malheureusement, pour certains autres promoteurs de cybercafés, c'est la faillite qui a toqué à la porte. Mamadou, par exemple, a dû se réinventer. Avant, vraiment, on se débrouillait bien. Les gens venaient, on faisait des formations avec on faisait les formations des jeunes avec des activités de saisir des tests, puis des photocopies, relire. Et on faisait tout. Bon, actuellement, il n'y a pas de marché. Par mois, avant, on gagnait dans les 700 000 ou 800 000 francs. Ces derniers temps-là, on ne gagnait pas plus de 150 000 francs, donc on ne s'en sortait pas. Donc, ce qui a fait qu'on a laissé. Actuellement, je suis dans le domaine de l'agriculture. On vend des semences à l'Agrisem.
Vu l'allure à laquelle se développe le numérique dans notre pays, de nombreux métiers à l'image de la promotion des cybercafés sont en voie de disparition. L'alarme rouge du numérique sonne notamment sur les métiers purement administratifs, ceux de la manutention et de l'industrie, les caissiers et les employés des libres services, ou encore les métiers de la banque et de l'assurance. Il s'agit là de certains domaines d'expertise pouvant être presque entièrement automatisés. La bague, l'autre titre de cette édition, il s'agit d'un bijou bien apprécié par beaucoup de personnes. Il est porté selon certains par plaisir, mais et surtout en vue de rehausser leur parure. Bien que son port ne fasse pas l'unanimité, tous s'accordent sur le fait que la bague, selon le doigt qui le soutient, a une ou plusieurs significations. Aminata Amadoula nous en apprend davantage. La bague de doigt, comme son nom l'indique, est un bijou porté à un ou plusieurs doigts. De modèles différents, cette parure fabriquée à partir de plusieurs sortes de métaux est portée pour différentes raisons. Le port d'une bague est conditionné. Si certains aiment parer leurs doigts, moi j'en porte parce qu'elle m'a été recommandée. Moi, je porte les bagues pour embellir ma main. J'aime en porter à l'annulaire de la main gauche, pas plus. Faisons un retour dans le passé, jusqu'à la période où la bague permettait d'identifier le rang social auquel un homme appartient. Chaque religion et culture a structuré le port des bagues en les adossant à une raison. En Afrique noire, nous ne faisons rien sans raison. À la naissance d'un enfant, par exemple, selon l'ère et le lieu de sa venue au monde, les érudits du collège des anciens conseillent aux parents de mettre un objet comme protection sur l'enfant, ce qui peut être un bracelet ou une bague, mais certains n'y croient pas. Toutefois, l'annulaire et l'auriculaire sont les deux doigts qui sont faits pour porter les bagues, et chacun a sa signification. Pour les alliances, je déconseille aux couples de choisir l'or. Ces métals peuvent sceller leur sort si le couple ne tient plus. Tafla. Ki kala kan ka fonti jamfanyen do ibulula. Mfanan kala kan ki nti jamfanyen do ibulula. Ko dabora de. Nebe bagi do bagi sabadi. Bulu konnata namnoro ani bag d'alliance amba fuma ko kulu folo kulu do. Sabana o bagi wa fuma ko tane tablement quoi. Les bagues sont très importantes et j'en distingue trois types. Les bagues faites du mélange de cuivre, zinc et bronze, appelées Nami Noro. Les bagues d'alliance et les chevalières. C'est en imitant les stars et les autres artistes que certains commandent les grosses bagues. Sinon, d'aucuns disent qu'un homme, par exemple, ne doit pas porter une bague de plus d'1 gramme. La religion musulmane interdit l'or aux hommes. Pour certaines personnes, les bagues sont des objets portés au doigt pour donner une touche d'élégance à son habillement. Pour d'autres, elles désignent leur appartenance à une organisation. Par contre, d'autres pensent que les bagues ne sont pas du tout importantes et ne sont ni plus ni moins que des objets que tout le monde peut porter sur n'importe quel doigt. Allons à la découverte de ce monument bâti à l'honneur du père de l'indépendance. Il s'agit du mémorial à Modibo Keïta. Le dit monument est sorti de terre un certain 6 juin 1999 sous le règne du président Alpha Oumar Konaré. Situé dans le quartier du Fleuve, juste en face de la cité administrative, ce patrimoine culturel conserve jusqu'à ce jour certains objets de celui qui a conduit le Mali à l'indépendance. Les détails avec Arounaki Adameli et Fousseni Morba. Inauguré le 6 juin 1999 par le président Alpha Oumar Konaré, le mémorial Modibo Keïta est situé à Bamako, au quartier du Fleuve, sur l'avenue de la Nation. Le site est rattaché au ministère de la Culture, de l'Artisanat, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Lieu de mémoire par excellence, le mémorial est surplombé par la statue du président Modibo Keïta et composé de plusieurs blocs. Le mémorial Modibo Keïta est un centre de recherche
à la mémoire du premier président du Mali, Modibo Keïta, mais avec lui l'ensemble de ses contemporains, tous ceux-ci qui ont dédié leur combat à l'émancipation et à l'indépendance de leur pays. Nous travaillons à rassembler de la documentation sur toutes ces personnalités, même si le centre porte le nom de Modibo Keïta, pour que les usagers, qu'ils soient universitaires, chercheurs, autres chercheurs ou touristes, puissent trouver de la matière sur l'homme et son parcours. Au-delà du musée, vous retrouverez ici une vue de la politique économique et industrielle de Modibo sous forme de tableaux avec des photos de billets de banque qui avaient cours à l'époque. Aussi, le mémorial vous offre également une salle de conférence. Côté cour, se trouve exposée la voiture officielle du président Modibo Keïta, Cadillac automatique, vieille de 63 ans, qui serait offerte par le président américain John Kennedy, nous confie le guide. En plus de son aspect touristique, le mémorial est un véritable centre de recherche. Il ne laisse aucune ombre sur la vie et l'œuvre du président Modibo Keïta. Il a battu le franc malien tout en mettant sur chaque billet une réalité du Mali. Sur le billet de 50, vous voyez la mosquée de Dinkareber, construite par Kankou Moussa en 1335. La tête du président Modibo Keïta, la femme Peul, le premier marché construit à Bamako appelé Sougouba, car le monopole de notre commerce était entre les mains des Libano-Syriens et des Français. À l'accession du Mali à l'indépendance, et directement il a chassé ces Français, ces Libano-Syriens, il a donné le monopole de notre commerce entre les mains des commerçants maliens tels que Sada Diallo, Niamey Keïta, et il a construit la première chambre de commerce industrie au Mali. Le premier président fut Dossolo Traoré. Et là, vous voyez le laboureur Sachari démontre que le Mali, c'est un pays de cultivateurs. Ça, c'est sur le billet de 1000. Sur le billet de 10 000 maintenant, vous voyez, démontre que le Mali a commencé son industrialisation. 36 usines en 8 ans. La tête du président Modibo Keïta, la femme Soreille, démontre que le Mali est un pays qui incarne une multitude de cultures et de traditions, tous rassemblés autour d'une même carte d'identité appelée la carte d'identité malienne, sans distinction de coloration politique, ni de race, ni de sexe, accompagnée d'un drapeau, la couleur verte, or et rouge. Donc vraiment c'est le père de l'indépendance. Vous comprenez que célébrer sa mémoire dans une enceinte de cette envergure, c'est vraiment toute une école. Je résume souvent un peu le parcours de l'homme par un certain nombre de vertus que nous le devons. Si notre pays s'appelle Mali, nous devons à quelqu'un qui s'appelle Modibo Keïta, qui un certain 22 septembre a dit que le Soudan s'appelle désormais la République du Mali. Il n'est pas exagéré de dire que le mémorial Modibo Keïta, par la mémoire qu'il conserve, aura réussi à immortaliser le père de l'indépendance du Mali. Sur un tout autre registre, tout comme hier, nous nous intéressons aujourd'hui aux femmes enceintes, celles notamment atteintes de paludisme, une maladie qui constitue une menace sérieuse pour les concernés. La maladie se présente comme étant l'une des premières causes de consultation dans les centres de référence pour le personnel soignant. La prévention et la sensibilisation restent des clés essentielles pour protéger la santé des futures mamans et de leurs bébés. Sabine Keïta pour le reportage. Le paludisme chez la femme enceinte reste un enjeu majeur de santé publique au Mali, représentant l'une des principales causes de consultation au centre de référence de la commune 6 avec un taux de 30 à 40%. Les spécialistes soulignent plusieurs facteurs qui favorisent l'apparition de cette maladie chez les futures mamans. Le paludisme chez la femme enceinte, ça constitue actuellement un grand problème de santé publique chez nous.
par la fréquence de cette affection chez la femme enceinte, par sa gravité, par les complications qu'elle engendre du côté maternel et du côté du bébé. Donc c'est une affection qui est fébrile, qui est due à un parasite qu'on appelle Plasmodium, qui lui-même est transmis par la piqûre des moustiques qu'on appelle Anopheles femelles infectées. Aujourd'hui, grâce aux progrès cliniques, les spécialistes sont en mesure de diagnostiquer rapidement le paludisme, permettant ainsi une prise en charge plus précoce et efficace. Nous classons le paludisme en deux grands types. Il y a le paludisme qu'on appelle paludisme simple. Alors, les signes sont mineurs. Plus loin, il peut s'agir de signes beaucoup plus graves, pouvant aller à l'anémie, pouvant aller au saignement, pouvant aller à l'absence d'urine chez la femme enceinte et souvent même au coma. Le médecin, après consultation, fait le diagnostic biologique. Et là, on a deux types. Il y a les tests qu'on appelle les tests rapides et plus loin, la goutte épaisse. Le paludisme pendant la grossesse augmente considérablement les risques pour la maman et son enfant, d'où l'importance cruciale des consultations prénatales, CPN. Je suis venue faire ma consultation prénatale, CPN, et les résultats m'ont montré que j'ai le palu. Les sages-femmes m'ont donné des conseils pour prévenir le palu et ses conséquences, qui peuvent aller de l'avortement jusqu'au décès de la maman. Dormir sous une moustiquaire imprégnée et prendre les médicaments, on peut en guérir complètement. La prise en charge du paludisme chez la femme enceinte requiert une attention particulière, car un traitement inadéquat peut avoir des répercussions graves sur la grossesse et le développement du fœtus. Chez la femme enceinte, l'État a fait beaucoup d'efforts par rapport à cette prise en charge, parce que déjà, nous avons constitué ce qu'on appelle des kits de palu qui sont gratuits pour la femme enceinte et pour les enfants de 0 à 5 ans. Donc pour la prise en charge, il faut naturellement classer le palu. Est-ce que c'est un palu simple? Est-ce que c'est un palu compliqué? Nous avons des kits de palu simples et des kits de palu compliqués. Chez la femme enceinte aussi, il faut arriver à déterminer l'âge de la grossesse. De toute façon, actuellement, chez nous, la prise en charge, Dieu merci, est vraiment codifiée et nous avons des médicaments conséquents pour la prise en charge totale et globale du paludisme chez la femme enceinte. La prévention est un pilier fondamental pour protéger la santé de la future maman et de son bébé. Pour cela, plusieurs stratégies de prévention sont recommandées, notamment l'utilisation des moustiquaires imprégnés et la prise de médicaments antipaludiques. Nous allons insister sur l'hygiène du milieu. On peut prendre des précautions pour vraiment pulvériser nos constructions. C'est l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Seule une sensibilisation accrue des femmes enceintes sur les dangers du paludisme et les mesures préventives peut permettre de lutter efficacement contre cette maladie. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Ne décrochez surtout pas. L'édition Kibarou va prendre le relais juste après moi avec Moussa Diarra, qu'à la veille sur le Mali.